I feel good. Me siento bene. Je me sens Me bien. siento super bien. Eu me sinto bem. Et toi? Genki. Et toi? I Feel Good, le podcast qui vous veut du bien, vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armelle Béraudy. Musique originale, Florence Bonnardel. Aujourd'hui, j'accueille Isabelle Joseph, qui est hypnothérapeute, magnétiseuse, médium, chamane et bien d'autres choses. Bonjour Isabelle. Bonjour Armelle. Merci d'être là avec nous. En plus, Merci. tu transmets toutes ces choses à la Gimmick Gallery. Alors, je suis ravie de t'avoir parmi nous pour que tu nous expliques un petit peu comment tu es arrivée jusque-là, comment tu es arrivée à Marseille dans cette Gimmick Gallery et toutes les étapes de ton parcours. Je me définis comme un couteau suisse, moi. Un couteau suisse avec plein d'options, en effet. Ça a commencé, en fait, on peut dire que je suis clairaudiente et clairvoyante de naissance. Bien sûr, je ne le savais pas, parce que pour moi, c'était naturel, complètement naturel. J'ai mis très longtemps à comprendre que les gens ne voyaient pas et n'entendaient pas ce que je voyais et ce que j'entendais. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit: «Mais comment est-ce qu'ils font ces gens-là pour vivre?» Il leur manque de l'information. Il leur manque, j'ai trouvé ça très, très étrange qu'on puisse, ne pas capter tout ça. Ça, c'était la première réaction et puis après, il y a tout le jugement de la société qui arrive dessus, qui laisse entendre qu'on est un peu barjot, un peu folle, que ça se fait pas, que c'est pas normal, enfin voilà, donc toute une grosse remise en cause par rapport à ça, d'inquiétude aussi par rapport à ce que je ressentais, me demandant, si j'étais normale, tout simplement normale, hein. Et puis ça s'est accentué avec le temps, avec les années, et puis j'ai mis du temps à comprendre en fait tout ce que par où ça passait tout ça. Par exemple, j'ai eu des douleurs et des maux de tête et des émotions. On m'appelait Jo la Barjo quand j'étais adolescente. Je passais par tous les états impossibles et inimaginables et je m'inquiétais beaucoup en me disant: «Mais c'est pas normal, je dois vraiment avoir un pet au casque», jusqu'au jour où j'ai réalisé que je captais les douleurs des autres. Que le mal de tête, c'était pas le mien, c'était celui de ma mère. Le mal de dos, c'était pas le mien, c'était celui du voisin, et cetera, et cetera, et cetera. Et puis après, ce jour-là, je me suis dit: «Ouh là là, comment je fais? Comment je fais pour, déjà me débarrasser de ça?» parce qu'on n'a pas envie déjà de souffrir, mais en plus de ça, prendre les souffrances des autres, aucun intérêt quand même, hein. D'accord? Donc tout un travail intérieur de tri sur, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas? Comment je sais que ça m'appartient? Comment je sais que ça appartient à l'autre? Et puis, en progressant, j'ai compris aussi que je captais les émotions des autres. Donc c'était pas ma tristesse, c'était pas ma colère, alors moi je veux bien prendre la joie des autres, hein, les émotions c'est très, très contagieux, mais parfois je sentais des choses qui étaient vraiment même pas dans mon groupe de gens, qui pouvaient être à des gens qui étaient là de l'autre côté du bar, par exemple, hein. Donc très envahie tout le temps, tout le temps. Donc aussi là, un gros travail de sélection de qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est pas à moi? Donc la grande question derrière de se dire: «Mais qui je suis moi? Qui je suis moi en fait?» Donc il m'a fallu presque 4 ans pour faire le tri, en fait, dans tout ce qui est, toutes ces informations qui arrivaient vraiment, comme je dis, je faisais de la voyance sauvage, de la Et médiumnité tu avais quel sauvage. âge à ce moment-là? Alors Comment tu as fait ce travail? Alors ça s'est débattu alors, les perceptions, elles ont commencé dès l'enfance. Dès l'enfance, mais c'est surtout à l'adolescence où j'ai commencé à capter, les douleurs et les émotions et cetera et cetera. Parce que l'enfance, j'étais dans mon monde, en fait. J'étais dans mon monde et j'avais pas, comme tous les enfants. Donc ça me traversait, c'est puis il y avait rien de douloureux dans ce que je recevais. C'est surtout à l'adolescence, j'étais moi-même en souffrance, donc bien évidemment écho et résonance avec les autres et je captais tout ce qui n'allait pas chez les autres, qui venait amplifier mon propre malaise, en fait. Donc et puis, c'est à la sortie de l'adolescence, très jeune femme, vers 20 ans, où là, j'ai véritablement commencé à réussir à canaliser et en fait, c'est en acceptant de recevoir des gens en consultation,
parce que je voulais pas au début, ça m'intéressait pas du tout en fait. Moi, j'ai une vocation d'artiste peintre, j'ai fait les beaux-arts, j'avais aucune envie de m'occuper des autres. J'aimais pas les autres en plus de ça, hein. À l'époque, j'aimais vraiment pas l'humain m'intéressait pas vraiment, à part quelques personnes comme ça, vraiment, et donc j'ai accepté de faire des consultations et je me suis aperçue que quand je sortais de consultation, j'étais tranquille pendant quelques jours. C'est-à-dire que je redevenais, un état d'apaisement où j'étais seule avec moi-même et finalement assez tranquille, assez cool à l'intérieur, assez stable et du coup, c'est ça qui m'a amenée à faire de plus en plus de consultations pour pouvoir être tranquille. Pas pour aider les gens, pas par amour des gens, mais pour moi, en fait, pour moi. Alors, C'est, c'est intéressant, mais du coup, c'est le fait de rencontrer toutes ces personnes-là m'a ouvert à justement une certaine humanité. C'est-à-dire à moi qui n'aimais pas les gens, ben, j'ai appris à les aimer, en fait, en passant par là, en passant par là. Et là-dessus, j'ai été toujours intéressée, passionnée quand j'étais môme par tout ce qui pouvait être l'astrologie, la tarologie et cetera. Mais ça restait comme ça un vague projet. Et puis, j'ai appris que mon grand-père était astrologue. Intéressant du coup, je me suis penchée sur l'astrologie et là, ça a été, très étonnant ce qui s'est passé parce que j'ai lu un bouquin et je me suis souvenue de tout. C'est bizarre de dire ça, hein, mais je me suis souvenue de tout. Alors là où il faut parfois des années pour apprendre l'astrologie, moi, je lis ça comme, c'est simple, ça me parle complètement. J'ai vraiment une espèce d'aisance et puis j'ai été prendre des cours et puis là, je me suis aperçue que je savais des choses qu'on n'apprenait pas. Donc même mon prof me disait: «Mais d'où vous sortez ça, quoi? Comment vous le savez?» C'est des choses qui remontent au Moyen Âge, il y a pas de transmission, c'était vraiment des résurgences, en fait. Donc ça m'a interrogée. Donc du coup, j'ai commencé à chercher sur tout ce qui pouvait être la spiritualité, la réincarnation, le bouddhisme, et ça m'a ouvert tout le champ de la spiritualité. Donc là, pendant de nombreuses années à chercher dans le Vedanta, dans le Veda et cetera, à continuer l'astrologie, à m'intéresser au tarot et puis, ça a continué comme ça, mais tout en ayant une carrière à côté dans la presse, en tant que directrice artistique dans la presse, journaliste, bien droite, bien carrée, bien dans le moule. Mais, au bout d'un moment, ça a commencé à poser des problèmes parce que je me retrouvais dans des situations sociales dites normales et puis, d'un seul coup, je m'entendais dire des choses. C'est-à-dire que j'avais même pas le contrôle sur ce qui se passait. Ça sortait comme ça, blablabla. Et j'ai dit: «Ah mon Dieu, tais-toi! Mon Dieu, mon Dieu!» Qu'est-ce que donc ça a été une chasse aux sorcières aussi parce que, bah, du coup, les gens se sont rendus compte que, j'avais des capacités et qu'ils étaient mal à l'aise, en fait et moi aussi, j'étais mal à l'aise parce que, je contrôlais pas tout le truc et puis d'un seul coup, ça sortait et les gens, ils avaient l'impression d'être à poil et je me disais: «Mais, je peux pas continuer comme ça». Donc, tout un travail aussi de cadrage et d'essayer de canaliser tout ça pendant des années et puis, mais bah, entre la tu veux dire oui? que en fait, finalement, tu as réussi à canaliser tout ça, en faisant des consultations, en te rapprochant des gens, Heu, c'est parce que tu as bah, pas été aidée par qui que ce soit finalement? À part peut-être par ton grand-père, astrologue? non, mon grand-père était mort déjà à cette Ah, époque-là. d'accord. J'ai été, non, j'ai pas été aidée vraiment. J'ai reçu des enseignements en astrologie, j'ai les bouddhistes à un moment donné dans un centre à Kagyuling à l'époque, c'était à côté d'Autun, m'ont aidée aussi d'une manière très particulière, hein, c'est-à-dire, par rapport ils m'ont mis en protection. C'est un truc, si je raconte ça, on va me prendre pour une folle, donc j'en parle pas trop. Mais, ils m'ont mis en protection parce que j'ai eu des perceptions très, très puissantes à ce moment-là, dans ce temple-là et eux s'en étaient rendus compte et donc, ils m'ont proposé de rentrer, à l'époque, j'étais jeune, j'avais 24 ans, ils m'ont proposé de rentrer en fait dans la communauté, pour m'initier et je leur ai dit: «Mais j'ai pas du tout envie de rester 3 ans, 3 mois, 3 jours dans une petite boîte habillée en orange à raconter Om Mani Padmé Hum, c'est pas mon truc quoi» et ils m'ont répondu: «Non, non, pas pour ça, femme médecine, femme médecine». Et à l'époque, moi, je travaillais à Marie-Claire, place de la Concorde, j'étais avec Molly Boutin et la Parisienne, quoi. Donc j'étais encore Donc la robe orange, c'était pas pour tout de suite, hein? pas pour tout de suite, quoi. J'envisageais pas du tout ma vie comme ça et ça me faisait peur aussi, ça me faisait peur parce que les perceptions que j'avais eues à Cagliari étaient tellement, effrayantes et tellement puissantes que je me disais: «Mais je veux pas rentrer là-dedans, moi, Mmh. je veux pas être en contact avec tout ça», En fait, je dis souvent que, j'ai passé mon temps à essayer, moi, de fermer les portes de la médiumnité et cetera, de les fermer pour pouvoir
m'intégrer le plus possible dans cette société et avoir le moins de distinction avec les Oui. autres, en fait. C'est souvent ce que disent les médiums, hein, qu'ils ont beaucoup souffert dans leur Mmh. enfance de leurs différences et puis qu'ils n'ont pas du tout pu en Ouais. parler ou avec des parents aussi qui n'étaient pas forcément Ah ouverts à ben, moi, j'ai ça. une famille de scientifiques, hein. Ah oui. Mmh. Et ça Et, continue, hein, ils continuent à rigoler, hein, quand ils m'entendent ah parler oui. des trucs, j'ai pas de crédit, hein, j'ai pas de crédit. Si Mmh par mh. exemple, là, admettons qu'on ait un auditoire de jeunes gens qui ont des Mmh. perceptions comme ça, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Peut-être que toi-même, tu pourrais les accompagner d'ailleurs. Et c'est ce que je fais. Oui. C'est ce que je fais déjà, hein, à travers l'Institut de l'intuition. C'est des gens qui ont des perceptions et qui viennent et qui comprennent pas comment ça fonctionne, ou qui sont mal à l'aise ou qui ont peur et cetera et cetera. Moi, j'ai monté l'Institut de l'intuition pour justement parce que déjà, je crois que la médiumnité, c'est pas un don, c'est une faculté du cerveau, vraiment. Que c'est alors comme toute faculté, on peut naître avec des capacités sportives et puis devenir un grand sportif ou avoir une oreille musicale et devenir un très bon musicien ou avoir des compétences en cuisine et devenir un bon cuisinier. Voilà, ce sont des capacités, ce sont des facultés. Sauf qu'il n'y a pas d'école de voyance, il n'y a pas d'école de médiumnité, il n'y a pas de possibilité de faire développer ces facultés-là. Donc moi, je reçois ces gens-là dans des ateliers, hein, les ateliers du sixième sens et je leur explique comment ça fonctionne véritablement. Mais pour arriver à proposer ça aux gens, je me suis aussi intéressée à tout ce qui est les neurosciences, comment fonctionne le cerveau. Tout ce que dit la parce que la France est très en retard sur les études scientifiques concernant, l'intuition. Il y a énormément de choses qui se passent ailleurs, aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, où il y a véritablement une avancée de la science en ce qui concerne les capacités intuitives et c'est des fonctionnements neurologiques. C'est-à-dire qu'on peut se mettre, dans des états, c'est-à-dire enfin dans des états, on peut se mettre en état décalé de conscience, comme on le fait en hypnose. Le médium est quelqu'un qui se met en état décalé de conscience de manière naturelle et qui met son cerveau sur des fréquences particulières qui lui permet de capter ce qui se passe. En fait, notre cerveau, c'est un peu comme une radio. D'accord? Un poste radio et en fonction de ce qu'on va capter, ça va être des moyennes ondes, des grandes ondes, des radios étrangères et cetera et cetera. On peut apprendre à mettre son cerveau dans cette réception-là et puis simplement, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on arrive à se mettre, dans ces états-là? Qu'est-ce qu'il faut faire et cetera et cetera? Comment est-ce qu'on capte? Et surtout, c'est que, les gens doutent beaucoup de la pertinence de ce qu'ils reçoivent. Moi, je vois ça tout le temps dans les ateliers. Ils ont toujours peur de se tromper. Ils ont toujours peur de se tromper. C'est le grand truc, hein, c'est-à-dire que, est-ce que je suis pas en train d'imaginer des choses? Est-ce que je suis pas en train de me raconter des histoires? Et puis, en fait, quand on travaille en groupe comme ça, avec des gens qu'on ne connaît pas, et je leur dis surtout: «Ne dites rien, n'expliquez rien». Alors les gens, ils arrivent dans les stages et je leur dis: «Vous ne parlez pas de vous, surtout vous ne parlez pas de vous». Et ça fait bizarre au début, hein, parce que les gens sont là, ils se regardent, ils osent pas parler et puis après, ben, on développe tout ça et puis ils s'aperçoivent qu'ils sont vraiment très justes dans leur ressenti. Ils peuvent aller très, très loin même dans ce qu'ils captent et dans ce qu'ils donnent à l'autre et c'est le retour en fait qui permet de valider ce qu'on est en train de dire et ce qu'on est en train de vivre. Voilà, Donc, donc tout en étant journaliste pendant toute une période, tu as fait ouais. les deux en même temps. Alors, tu t'es et Al formée et tu as donné des consultations. Et comment alors, ça s'est passé? j'étais journaliste et à côté de ça, alors j'étais à l'époque, c'était la presse, c'était l'âge d'or de la presse, donc je travaillais peu, je gagnais beaucoup. C'était très cool et du coup, ça me permettait de faire plein de choses à côté, de recevoir des gens en consultation le soir, d'aller en week-end de formation en astrologie, d'aller faire du zazen, d'aller faire des arts martiaux, d'aller faire des voyages, de prendre des bouquins. Donc en fait, toutes ces années-là de presse m'ont permis vraiment, une formation en autodidacte, en fait, vraiment une formation en autodidacte. Et puis je suis revenue sur Marseille et puis, ça marchait bien. Puis il y a eu la crise des subprimes et en moins d'un an, j'ai perdu toute ma clientèle, hein. Les boîtes de pub fermaient les unes après les autres et cetera et je me suis dit: «Beh, il faut bien que je mange, il faut que je nourrisse mon gamin» et donc j'ai ouvert un cabinet de magnétisme, d'astrologie et là, il a commencé à se passer des choses très particulières auxquelles je ne m'attendais pas parce que je faisais ça vraiment à grosse dose à ce moment-là et je me suis aperçue à un moment donné que je faisais rien et que les gens guérissaient quand même. Je me suis dit: «Mais je suis pas Bernadette de Soubirous, j'ai pas une auréole au-dessus de la tête, je fume, je bois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, j'ai fini par comprendre que je faisais de l'hypnose sans le savoir.
D'accord? Et du coup, je me suis dit: «Bon d'accord, OK, je fais de l'hypnose sans le savoir», une espèce d'hypnose sauvage aussi comme ça. Et du coup, j'ai été me former à l'hypnose. Là, bien sûr, j'ai découvert beaucoup de choses aussi, et ça a amplifié, en fait, l'hypnose, la capacité à rentrer volontairement dans ces états-là d'une autre manière que de manière un peu sauvage en médiumnité ou avec des rituels, ce qu'on appelle les rituels, la bougie, les cartes et cetera, d'apprendre à servir de son cerveau autrement. Et ça a vraiment, ouvert plein, plein, plein d'autres champs de possibles, en fait, de possibles. Et là, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que, je m'aperçois que toutes ces techniques-là, que ça soit de l'hypnose ericksonienne, que ça soit la médiumnité, que ça soit du chamanisme, en fait, ça tout ça, part du même ensemble. Enfin, pour moi, de mon point de vue, ça part du même ensemble. C'est-à-dire, c'est cette capacité qu'on a à pouvoir, ouvrir nos champs de conscience. Ouvrir nos champs de conscience, alors soit vers, ce qu'on porte en soi, à l'intérieur de soi, ça c'est l'hypnose ericksonienne, soit vers l'autre, dans ce qu'il est, dans sa vie, dans son incarnation, ça c'est la médiumnité, soit vers des d'autres états d'autres plans de conscience comme le chamanisme où là on parle avec les esprits. Voilà, ça balaye, du plus intérieur au plus extérieur, D'accord, en mais fait. comme tu disais, si j'ai bien compris, c'est un peu une question de fréquence, c'est-à-dire que Oui, ces états de conscience, c'est des fréquences sur lesquelles tu te cales. oui, oui, Finalement, oui, plus oui, tu vas libérer ton mental, oui. plus tu vas pouvoir être récepteur, c'est ça? Alors, libérer le mental, il y a de mon point de vue, il y a un gros truc par rapport au mental. On dit qu'il faut casser l'ego, il faut arrêter le mental et cetera. Bon, un cerveau qui pense plus, c'est un cerveau qui est mort, déjà. Donc c'est donc on arrête avec ça. C'est-à-dire que le mental, on en a besoin. On en a besoin, y compris dans la médiumnité, y compris dans l'hypnose, y compris dans le chamanisme. On a besoin d'avoir une partie de nous qui met en mots ce qui se passe. Et c'est le mental qui met en mots. C'est le mental qui peut aussi retranscrire ce qui s'est passé après, raconter ce qui s'est passé. Donc il ne peut pas être absent, il faut qu'il soit là. Par contre, il faut apprendre à le mettre au service de ces états-là, de mettre le mental au service de l'intuition, de mettre le mental au service de la médiumnité. Et C'est-à-dire ça, que il faut pas qu'il soit comme ça. ça Il faut pas qu'il s'apprend de doser un peu ça, Oui, ah oui, 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 mais c'est des sensations internes en fait. C'est-à-dire que, on a toujours une part de nous, au fond de nous, où on sait si on est juste ou pas. Mais même dans la vie quotidienne, hein, on sait si on est juste ou pas. On sait si on va trop loin ou pas. On sait si ça nous va bien ou pas. D'accord? Donc c'est plutôt l'attention qu'on porte à cette part-là de nous, ce que j'appelle le sage intérieur, qui nous permet véritablement, de mettre les choses à leur place à l'intérieur, de mettre le mental à sa place et cetera. Donc on est toujours conscient, tout le temps, cette part de conscience qui sait. Heu, bon, la plupart du temps, quand on est dans les vapes ou qu'on ne fait pas attention, on n'écoute pas cette petite voix-là. Mais c'est vrai que dès qu'on rentre dans des états de médiumnité, des états de transe chamanique, des états même d'auto-hypnose ou d'hypnose, on l'entend cette voix-là beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus. Elle n'est pas automatiquement agissante, elle est souvent observante, mais elle est garante. Et ça sert de fusible, ça sert voilà, on sait si c'est juste ou pas, en fait. Est-ce que pour toi, il y a un lien entre toute cette période où tu as travaillé en presse, dans la communication, et aujourd'hui, toi, en tant que thérapeute, où tu transmets quelque chose, tu communiques d'une certaine Ah manière, est-ce complètement, qu'il y a un lien, au complètement, fond, entre tout ça? complètement. Complètement, complètement. Déjà, il y a un lien parce que, toutes ces années de presse, j'étais excessivement curieuse de tout et j'ai appris énormément de choses. J'ai travaillé dans plein, plein de magazines différents et j'ai appris énormément de choses et c'était un renouvellement constant donc j'étais très nourrie en fait de tout ça et en tant que thérapeute, j'ai découvert une immense variété humaine. Mais c'est incroyable, alors je dis toujours, quel que soit le lieu, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, quel que soit le niveau d'éducation, quel que soit je dirais, les croyances de la personne, on a tous les mêmes problèmes amoureux. C'est vrai, on a tous les mêmes problèmes amoureux. Mais par contre, chaque personne, donc on reconnaît ce problème amoureux chez l'autre, mais chaque personne est totalement différente, tout le temps différente. Moi, je rencontre des gens, c'est des voyages. C'est des romans, c'est toujours très étonnant et ça amène à beaucoup d'humilité, en fait. Beaucoup d'humilité, beaucoup de se dire: «Mais c'est fantastique cette variété, quoi».
Mais je dirais même dans les histoires de vie, souvent je dis, les scénaristes d'Hollywood manquent cruellement d'imagination. Quand j'écoute certaines personnes dans leur vie, je me dis: «Mon Dieu, comment est-ce que c'est possible?» Donc en fait, il y a une énorme richesse aussi, une énorme, oui, c'est ça, une quelque chose qui nourrit ma curiosité. Et puis après, il y a la capacité de communiquer, bien évidemment, d'apprendre à communiquer. Alors la communication de presse, c'est pas la communication hypnotique, c'est pas la communication en formation, mais bien sûr, oui, je suis une communicante, Mmh. vraiment. Et donc j'ai appris, par exemple en presse, à reformuler, à tout le temps reformuler, reformuler. Donc aujourd'hui, quand je suis dans l'enseignement, où je m'aperçois que les gens n'entendent pas ou ne comprennent pas, et je reformule. Et cette médiumnité me permet de reformuler avec ce que je capte de l'autre, donc avec ses propres mots. Mmh. Donc ça va très, très vite au niveau des enseignements. Donc oui, il y a une plasticité dans la communication, une fluidité, qui plus en plus ça, je me mets en canalisation la plupart du temps, donc ça parle. C'est un peu ça parle et ça tombe juste, donc c'est très aidant tout ça. Oui, je pense qu'il y a eu, ça a été une école de formation aussi, ces années de presse et de journaliste. Oui, complètement. Mmh, mmh, mmh. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a eu dans ta vie un moment où tu as été de l'autre côté de la caméra. J'ai accepté de travailler sur des plateformes de voyance, les grosses plateformes de voyance, et je me suis retrouvée à faire des émissions en direct à la télé. C'était une expérience aussi assez intéressante parce que là, on a les spots dans les yeux, les mecs de la technique, qui vous parlent en vous disant: «Plus que 2 minutes, plus que 3 minutes, on voit la pub, regarde caméra gauche, caméra droite», et de l'autre côté, le client, sur lequel il faut être complètement connecté. On n'a que l'auditif, hein, le prénom, la date de naissance et vas-y, voyance en direct. Donc ça a été un très bel enseignement parce que ça m'a forcé pour pouvoir justement être dans ces états-là, à véritablement pouvoir faire fonctionner mon cerveau en même temps dans le monde réel et en même temps dans ce monde, à côté. Donc, d'être vraiment très, très, polyvalente, on va dire. Bon, par contre, tout ce milieu-là, voilà, la voyance, je l'ai quitté, parce que, il y a quelque chose qui me dérangeait profondément. La majorité des gens qui viennent pour, voir une voyante, ils attendent des certitudes, ils attendent des réponses toutes faites. Et c'est pas ça. On a beaucoup de liberté, on a beaucoup de libre arbitre, et quand les gens me disent: «Je veux connaître mon avenir», je leur réponds souvent: «Lequel? Lequel? Celui que vous allez subir ou celui que vous allez construire?» D'accord? Donc ça n'empêche pas qu'il y a une part de fatalité qui est là. Il y a une part de conditionnement qui est là dans les choses. Par exemple, on a fait des choix dernièrement, qui ont des conséquences, hein. On a du conditionnement sur des décisions qui sont passées. Mais notre liberté fondamentale de décider comment est-ce qu'on réagit à ce qui se passe, à cette fenêtre qui reste ouverte, elle nous appartient. Ça, c'est notre chemin. Ça, c'est ce qu'on fait comment on s'adapte, comment est-ce qu'on accueille ce qui est là, et cetera, et cetera. Et en fait, cet accueil nous permet vraiment d'être libre de nos choix, et plus on se connaît, plus on est libre et moins on est déterminé. Mais par contre, dès qu'on est en chemin, eh bien, tous les déterminismes pètent les uns après les autres, en fait. On fait la même chose quand on va faire une démarche de thérapie. On cherche à sortir des déterminismes et des cycles et des boucles de reproduction et des choses comme ça. On cherche à faire bouger ces choses-là. Quand on parle de karma, on est aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'on cherche à faire bouger ce qui est déterminé. Oui, j'ai arrêté la voyance parce que la majorité des gens venaient, avec l'idée d'avoir des certitudes, et c'est terrible parce que ça enferme les gens, en fait, dans des surtout que le voyant peut être dans une position malgré lui, une position haute, une position dominante, il transmet une pensée magique, et ça vient directement s'impacter dans l'inconscient de la personne, et en fait, quand on fait ça, quand on fait de la voyance pure et où on va faire du prédictif, ce que j'appelle du prédictif, eh bien, on vole la liberté de l'autre, on vole sa créativité, on l'enferme dans un processus, de détermination, et ça, c'est terrible. Donc utiliser la voyance pour ouvrir les possibles, dire: «Voilà, si on part par là, ça peut faire ça. Si on part par là, ça peut faire ça. Si tu vas par là, ça peut faire ça». Mais tu es libre de choisir. Tu es libre de choisir. Moi, je t'avertis simplement. Je t'avertis, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Reste libre et reste créatif, et tu peux même aller au-delà de ce qu'il est possible de faire. Là, c'est intéressant, c'est très intéressant. Tu as commencé à en parler tout à l'heure de l'Institut de l'intuition que tu as Oui, ouvert en 2007, c'est ça? oui, en 2007. Voilà. Alors Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? ouais, bah, oui, alors j'ai commencé avec simplement des ateliers d'initiation à l'intuition, et puis ça s'est développé.
vraiment beaucoup. Et maintenant, je propose initiation de l'intuition, l'écriture intuitive, des ateliers aussi d'apprentissage du soin énergétique, parce que là, je pense que c'est pareil, c'est une faculté qu'on a. Donc, il y a des gens qui sont plus ou moins à même d'utiliser ça. Donc, comment est-ce qu'on utilise ça? Donc, initiation magnétisme et soins énergétiques. La communication animale, ça c'est, Oui. et oui, parce que c'est pareil, ça relève des mêmes processus. Donc, ça paraît très étrange, mais on peut vraiment obtenir une communication télépathique avec les animaux. Alors, il faudrait redéfinir ce que c'est que la télépathie aussi, je ne vais pas le faire maintenant, mais on peut véritablement rentrer sur un dialogue très, très profond avec des retours aussi, parce que qu'on fait ça avec les animaux, des gens qu'on ne connaît pas, et puis qu'il y a du changement chez l'animal. C'est intéressant aussi, hein, c'est-à-dire que du changement comportemental chez l'animal, c'est-à-dire qu'il y a une vraie communication qui est établie, véritablement. Je fais aussi des ateliers plus précis de médiumnité, donc pour des gens qui sont un peu plus avancés et qui, eux, ont envie vraiment de développer ce qu'on appelle la médiumnité. Des ateliers thématiques d'hypnose de régression. Alors ça, c'est pour tous ceux qui sont vraiment dans un chemin spirituel et qui croient en la réincarnation. Alors, on va peut-être pas automatiquement visiter les vies d'avant, on n'en sait rien en fait. Parfois, c'est notre inconscient qui nous présente les choses de manière complètement métaphorique, comme un voyage, mais c'est thérapeutique en soi déjà, ça donne de l'information. Et parfois aussi, il y a véritablement des visites de ces champs-là, hein, de vie d'avant. Comment est-ce qu'on fait le distinguo? Ça appartient à chaque histoire. En fait, chaque personne peut vérifier ça ou pas. Et puis, j'ai monté là dernièrement, l'année dernière, un atelier mission de vie, qui a très bien marché, où je mixe, les outils du développement personnel avec des réponses qui appartiennent à l'intuition. Et on monte comme ça sur les 4 plans, le physique, le mental, les émotions et cetera, pour véritablement comprendre où est-ce qu'en est la personne dans son chemin personnel, où est-ce que ça bloque et comment est-ce qu'elle peut donner du sens à sa vie. Et peut-être que parfois le blocage, il est physique et ou émotionnel et ou mental et cetera. Donc, on avance comme ça pendant 4 jours dans une exploration, avec mise en place en fait de choses très simples, hein, pour véritablement développement personnel avec des réponses intuitives pour valider tout ça. Voilà. Et puis là, j'ai en projet un atelier qui a déjà intéressé des gens qui s'appelle Trans et conscience, où on va visiter les différents types de trans, c'est-à-dire dans quel état on est quand on est en hypnose, auto-hypnose, version ericksonienne, dans quel état on est quand on est en perception médiumnique et dans quel état on est quand on est en transe chamanique. Parce que c'est pareil, quoi, on va visiter différentes radios, en fait. Isabelle, Voilà. si tu avais un conseil à donner aujourd'hui dans cette période qui est un peu particulière, là, cette période de transition vers le nouveau monde, paraît-il, Ouais, ouais. qu'est-ce que tu pourrais transmettre là aujourd'hui? Ne pas avoir peur de se réinventer. Ne pas avoir peur de se réinventer. Le changement quand il est contraint ou le changement qui est nécessité par la peur, ou par l'obligation est toujours quelque chose de difficile et de mal vécu. Hem, Par contre, on est dans une période qui nous offre aussi une immense possibilité de changement, justement. On peut plus facilement se déplacer, on peut plus facilement changer d'emploi, on peut plus facilement et cetera et cetera. Et c'est vrai que, plus ça va, plus on a une autonomie, en fait, qui est de plus en plus grande individuellement. Et cette autonomie, cette liberté, c'est un champ à explorer. Donc, on peut se réinventer. On peut véritablement se réinventer individuellement. Et moi, je pense que c'est justement cette ouverture individuelle, cette capacité à se remettre en cause, à aller chercher, alors que ça peut être de l'art, du sport, des voyages, enfin, un peu moins maintenant, mais de se permettre véritablement d'explorer qui on est, qui va permettre de faire changer le monde. C'est le changement global des individus qui va permettre véritablement cette transition. Merci beaucoup Isabelle pour ce moment de partage. Avec plaisir. Merci de m'avoir accueillie, Merci, hein, et de m'avoir écoutée. Merci. À bientôt. Au revoir. à bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube.
Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.